Vous êtes une bien intimidante assemblée. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu le privilège de m'adresser à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et je me disais que ce type d'événement n'arrive que très rarement et je regarde la salle, puis là tu dis « OK, on va s'imaginer qu'ils sont 8. » Mais on va avoir l'occasion de contribuer à une réflexion qui s'impose par son urgence, par son importance, par la nécessité de distinguer, autant que faire se pourra, le vrai du faux et le pertinent de l'impertinent. Permettez-moi d'abord de saluer les gens du Corim. C'est un peu une espèce de vieux rêve de m'adresser au Corim. À l'époque où j'avais des fréquentations chez National, dont M. Boutier qui est ici, on était venu à quelques reprises assister à des conférences, puis je trouvais ça tellement intéressant. Et maintenant, d'avoir l'occasion de m'adresser à vous, c'est un honneur. Salutations particulières à M. Johnson. C'est un grand plaisir que vous soyez là, que vous soyez à la table d'honneur, parce qu'on s'est parlé quelques fois récemment. Nous avons dangereusement besoin de gens qui ont à la fois une compétence en matière de commerce international et de négociation de traités, et de gens qui ne sont pas en train de courir partout pour avoir un petit morceau de caméra au bulletin de nouvelles. Merci beaucoup d'être là. J'ai trop d'amis, en général fréquentables, dans cette salle pour les saluer tous. Je me permettrai de saluer notre commanditaire, Bell, et mon ami de très longue date, Pierre Rodrigue. Merci, Pierre. Et, bien sûr, les collègues élus, qui êtes ici très nombreux, qui avez contribué à ce qu'il y ait un maximum de gens aussi pour embarquer dans une réflexion qu'on devra avoir. Des entrepreneurs, des représentants d'entrepreneurs, des gens qui sont une voix de milieu économique. Et cette fois-ci, plus que jamais, ce qui est économique et ce qui est international est tellement rapproché que ça en est presque fusionné pour une période qui est déjà commencée depuis un moment et qui durera plusieurs mois. Il y a donc parmi nous des gens qui sont des observateurs de la scène internationale depuis de nombreuses années, qui vivent présentement dans un contexte comme on en a vu que peu. Je pense que nous sommes dans une discussion, une réflexion, une négociation parmi les plus importantes de l'histoire économique du Québec. Le tissu économique même du Québec est en jeu. Le tissu économique même du Québec est un peu menacé d'être une monnaie d'échange. Une monnaie d'échange au bénéfice d'intérêts économiques d'autres régions ou de régions canadiennes, de autres régions ou autres pays sera un peu moins dans ce discours-ci. Je n'en pense pas moins, et ce sera quand même abordé. La menace qui pèse sur l'économie du Québec ne vient pas que des États-Unis. Elle vient du positionnement qu'on observe déjà de grands joueurs économiques canadiens et de partis politiques canadiens. Permettez-moi de reculer un peu dans le temps. L'identité profonde du Québec est liée à son émancipation économique des 60 dernières années. La transition d'un peuple d'employés sous-scolarisés qui ne contrôlait aucun de ses leviers économiques à une nation assumée d'entrepreneurs, d'ingénieurs, de chercheurs, d'économistes, souvent de renommée mondiale. Une nation qui, quel que soit son choix futur, peut de façon légitime et crédible accéder éventuellement au statut de pays parmi les pays. Le contexte, toutefois, transforme la réflexion. On serait naïf ou franchement malhonnête de ne pas reconnaître le changement majeur de paradigme qui s'opère dans la réalité économique québécoise
et canadienne. C'est un contexte qui nous permettra, si nous travaillons adéquatement, de faire en sorte que la stabilité soit revenue et que la prévisibilité soit revenue lorsque le prochain appel aux électeurs québécois à la fin de 2026 aura lieu. Pour que nous n'ajoutions pas à celle qui s'en vient en Ontario et celle qui s'en vient à l'échelle fédérale une autre élection assujettie à une troublante instabilité qui rend flou le portrait du futur. Cette émancipation d'une nation pleinement assumée au plan économique a commencé avec la Révolution tranquille, beaucoup avec la nationalisation de l'électricité, la création d'un puissant outil collectif, une fierté, une preuve de capacité d'un peuple qui doutait, un modèle et par la suite un moteur, et un moteur environnemental avant l'heure. Puis vers des institutions allant compenser l'absence de capital détenu par des grandes familles privées comme ailleurs, par des institutions collectives québécoises, allant nous rendre parfaitement compétitifs et concurrentiels à l'échelle planétaire. Grand bien nous fit la Caisse de dépôt, entre autres, allait cumuler collectivement un capital essentiel à l'appropriation de nos propres leviers économiques. Le mouvement syndical allait s'y joindre, notamment avec des fonds d'investissement qui, aujourd'hui, sont un morceau essentiel de l'économie québécoise. De nombreuses initiatives et un puissant sentiment d'appartenance ont ensuite fait émerger un véritable entrepreneuriat québécois. Souvent, il s'est coagulé autour de grandes entreprises venues bénéficier des avantages du Québec. Plus souvent qu'autrement, ce furent de bonnes choses. Aujourd'hui, le Québec a une signature économique pratiquement unique. Un dynamique entrepreneuriat local, animé par la PME à propriété québécoise. Un secteur forestier pugnace, qui n'en est pas à ses premières passes d'armes avec la concurrence américaine et les tarifs. Un secteur de l'aluminium qui offre non seulement de l'aluminium de meilleure qualité, bientôt de l'aluminium carboneutre, mais plus de 60% de l'aluminium utilisé aux États-Unis sans possibilité de remplacement dans un avenir prévisible. Un modèle agricole propre où la ferme familiale est aussi devenue une PME à part entière avec des défis similaires et qui offre un produit sain et de qualité à impact limité sur l'environnement avec un prix prévisible et essentiel à l'économie des régions, et ça s'appelle la gestion de l'offre. Un secteur aéronautique diversifié, de réputation mondiale, que le Canada nous envie au point de tenter de le délocaliser à l'extérieur du Québec et de nous refuser une véritable politique en aéronautique. Des minéraux stratégiques qui devraient normalement nous positionner comme davantage qu'un extracteur de lithium ou de phosphate, transformés trop souvent ensuite à l'étranger. Une expertise en intelligence artificielle qui n'est pas qu'un slogan pour convoquer un colloque de politiciens, mais véritablement place le Québec parmi les meneurs au monde. Et bien sûr, pour ainsi dire, un Eldorado d'énergie propre. D'abord par l'hydroélectricité, mais aussi de plus en plus par l'éolien, avec un potentiel dans le solaire et aussi dans le biogaz, la biomasse ou l'hydrogène vert. Vous remarquerez bien que le nucléaire n'y figure pas. Un Eldorado exemplaire, dont on veut au contraire détourner l'intérêt vers les hydrocarbures les plus polluants au monde. Un secteur des pêches qui, malgré des politiques fédérales au profit des grandes entreprises hauturières, des maritimes, qui aspirent littéralement les stocks de poissons, un secteur des pêches et de pêcheurs côtiers indépendants à échelle humaine et soucieuse de l'environnement. Bien sûr, j'en passe de ces forces du Québec. Vous aurez remarqué aussi que l'automobile n'y figure pas.
ni bien sûr le pétrole ou le gaz. Ce ne sont pas des secteurs économiques propres au Québec, ou dans bien des cas, propres. Point. Alors que la négociation d'une nouvelle version de l'ACEUM commence, rappelons-nous que le président qui l'avait dit il y a quelques années le meilleur traité commercial au monde le dénonce aujourd'hui. L'Ontario ne se gênera pas pour veiller à ce que le secteur de l'automobile soit au cœur de la négociation. Les Américains veilleront à ce que le pétrole y soit aussi. Un des deux partis aspirant à former le gouvernement est d'abord ancré dans le milieu des finances de Toronto, l'autre dans le milieu du pétrole de l'Ouest. Alors la question devient, qui veillera à ce qui est propre et crucial à l'économie du Québec? Qui veillera à ce que ce qui est propre et crucial à l'économie du Québec ne devienne pas une simple monnaie d'échange? Je répète, qui veillera à ce qui est propre à l'économie du Québec ne devienne pas une simple monnaie d'échange au bénéfice d'autres régions canadiennes? Je vous le dis d'emblée, de façon générale, devrait être exclu des traités commerciaux, et ça vient de quelqu'un qui, comme l'essentiel du mouvement souverainiste, est un partisan enthousiaste de la liberté des échanges commerciaux, mais je crois, et c'est déjà le cas, que la culture ne doit pas faire partie des traités commerciaux. C'est une victoire de la diversité des expressions culturelles. Je vois Mme Beaudoin qui hoche de la tête, qui est née au Québec avant de s'imposer à travers le monde, et je me permets d'ajouter dans une collaboration notamment entre l'Union des artistes et la Disque, où mon ami Pierre et moi étions à l'époque. Je pense de la même façon que nous devons protéger la prérogative à la fois économique, nationale et identitaire d'exclure des traités commerciaux l'agriculture. Je pense aussi que les États souverains doivent avoir le droit de faire en sorte qu'un traité commercial ne puisse pas être évoqué pour mettre en péril les prérogatives des pays en matière sociale. Et enfin, je crois, sans équivoque, que les traités commerciaux ne devraient jamais pouvoir être utilisés pour qu'un tiers État mette en péril les politiques environnementales d'un État souverain. Dans cet esprit, vous comprendrez que je ne vois pas comment le Québec pourrait soutenir un traité dont certains veulent qu'il inclue l'eau potable. C'est une calamité que les traités antérieurs ont su éviter. Les Américains sont dans une situation telle qu'ils ont l'œil sur l'eau des Rocheuses pour la Californie, l'Arizona, mais étant dans le même traité, ce ratio de 30 fois la moyenne mondiale per capita d'eau propre dont le Québec dispose n'est pas qu'une richesse du Québec dont on peut prétendre qu'elle nous appartient. C'est une richesse planétaire dont nous ne sommes que les dépositaires au bénéfice de l'ensemble de la population mondiale. Nous sommes dans l'incertitude à bien des égards, dont celui-là, mais comment ignorer les signaux qui se répètent? On est dans l'incertitude à un point tel qu'on entend tous dans nos différents médias d'information, adjacents les uns aux autres, une chose et son contraire, d'experts qui se revendiquent tous à la base du même niveau d'expertise. Nous sommes dans une grave incertitude. Et dans quel environnement évolue-t-on? Début novembre, première tempête, l'élection de M. Trump à la Maison-Blanche. Moi qui étais invité à la Convention démocrate un peu plus tôt, j'étais fort déçu de ce résultat, mais ma première réponse a été de dire « la démocratie a parlé », malgré tout ce qu'on peut dire.
malgré tout ce qu'on se dira quand on se croisera en privé. La démocratie a parlé. Nous devions nous adapter. La deuxième tempête, des tarifs qui n'existeront pas le 1er février, mais dont l'effet économique est déjà très réel. J'étais il y a quelques jours en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, avec mon ami Alexis Deschênes qui est ici. Ils ont rencontré des entrepreneurs qui disaient « Nous sommes déjà rendus à fermer des lignes dans les industries liées à la forêt. Nous sommes déjà en train de planifier des mises à pied. Nous sommes déjà en train de constater des réductions dans les carnets de commandes, ne serait-ce que par insécurité, que par incertitude. » On me répétait il y a quelques minutes à peine que les sièges sociaux qui sont au Québec et je présume au Canada sont déjà sollicités pour se délocaliser. Se nourrissant d'une légende sur laquelle je reviendrai, j'espère, pour la dernière fois, celle du 51e État. C'est un peu la troisième tempête, et celle-là, elle est inventée. La peur est un puissant levier politique. Elle est venue des États-Unis. Et maintenant, sans vouloir être partisan, les libéraux la distillent. Vous savez, il n'y a personne au monde qui, en démocratie, soit davantage habitué à composer avec l'argument de la peur que les souverainistes québécois. Il en faudra bien davantage. La Constitution des États-Unis est extrêmement réfractaire à l'entrée au sein de la Fédération de nouveaux États. Parlez-en aux gens de Porto Rico. La Constitution du Canada, comment dire, le mot suffit à envoyer tout un chacun chercher des Advil. Le droit international, le droit à l'autodétermination, un système des institutions, des structures économiques terriblement différentes et franchement incompatibles, la pure géopolitique, le fait qui serait exacerbé dans un tel contexte qu'aujourd'hui, les gens les plus heureux au monde sont en Chine, en Iran et en Russie, tant l'équilibre commercial de l'Occident est ébranlé. Et une autre réalité que des gens plus experts que moi ont mentionnée, si le Canada devenait un 51e État, ce serait le plus populeux et le plus démocrate, excluant les républicains du pouvoir pour plusieurs décennies. Donc, on peut ranger cette histoire là où elle a sa place, c'est-à-dire au rang des fariboles, des histoires sans fondement qui font l'animation des bulletins de nouvelles, des canaux d'information continue, mais qui ne s'appuient sur aucune réalité. Je me permettrai de dire, c'est vrai pour M. Trump, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour n'importe quel politicien. Nous pouvons, et nous le faisons souvent, nous pouvons dire n'importe quoi, mais nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Et hier est arrivée une quatrième tempête, celle des tarifs sur l'aluminium et l'acier. Vous savez, après 4, on réagit un petit peu moins fort, mais il y en aura d'autres, on va peut-être se rendre à 12. Celle-ci, dans un mois, verrait imposer à tout le monde, c'est pas banal, tout le monde, des tarifs sur des produits dont l'aluminium, comme je le disais, n'a pas de remplacement aux États-Unis. Puis, entre Washington et une game de football dans son avion, là, M. Trump n'est pas capable de mettre en place ce que ça prendra pour ouvrir une aluminerie avant la fin de son mandat aux États-Unis, surtout pas avec un coût énergétique comparable à ce qui se pratique au Québec. Quelques constats. Je ne sais pas si le président des États-Unis est imprévisible, ce qui est en l'essence une contradiction, mais personne n'a encore vraiment réussi à le lire. Son approche semble être animée par l'obsession de capter l'attention. Il doit livrer des apparences de résultats, j'insiste, des apparences de résultats sur les thèmes de sa propre élection
les migrants et la frontière, la drogue, le fentanyl et le commerce. S'il ne s'agissait que d'une gestion ordonnée des frontières, que d'ailleurs le Bloc demande depuis combien d'années, pas de problème. S'il ne s'agissait que de lutter contre la fabrication et le commerce de la drogue, on doit en effet collaborer. Et s'il ne s'agissait que de saines relations commerciales entre des partenaires alliés et amis de presque toujours, on serait dans un exercice rationnel. Mais ils s'en tirent avec des vérités alternatives affolantes. Et il y a, au Québec et au Canada, une base qui croit à ça. Mais tôt ou tard, la voix de la raison devra prévaloir. Ce qui complique l'affaire, ce sont nos élections. Le message est contaminé par le désir d'exercer le pouvoir. Or, je le répète, il faut un mandat rapide et clair. Il est nécessaire, alors que commencent des négociations, mais là-dessus, j'ai utilisé dans les derniers jours une certaine image. Les plus vieux d'entre vous, vous vous souviendrez qu'à quelques semaines avant les galas de lutte Grand Prix à la télévision, Mad Dog Vachon et Tarzan la bottine Tyler s'invectivaient vivement à grands coups de ketchup. Pour les plus jeunes, mettons Hulk Hogan, résolument républicain, c'est probablement une sympathie de coloration capillaire. Et, mettons, Jacques Rougeau, dont le père était garde du corps de René Lévesque. Les lutteurs s'invectivent des semaines à l'avance avant que commence le véritable combat, qui d'ailleurs, et c'est pas banal, a une conclusion un peu écrite. On est dans cet exercice-là. Nous sommes déjà dans la négociation dont l'étape préalable est l'intimidation de l'interlocuteur dans une pratique qui est une signature de M. Trump, et peut-être même que c'est dans son livre dont il a dit lui-même qu'il ne l'avait pas lu. Mais le changement de paradigme dans le cadre de cette négociation-là, ou à cause de cette négociation-là, dis-je bien, il est indéniable. D'un axe Est-Ouest, Canada versus Québec, qui marque la politique québécoise de façon profonde depuis le début de la Confédération, la politique, au moins momentanément, se définit désormais dans un axe Nord-Sud. Et que ça me plaise ou pas, c'est pour l'instant un axe Canada-États-Unis. On voudra nous en exclure. Il y a des gens qui ne manqueront pas l'occasion de saisir l'opportunité pour tenter d'écarter les nationalistes québécois et les souverainistes québécois du débat. Il ne pourrait avoir davantage tort. Je pense que plus que jamais, le rôle du Bloc québécois sera concret, tangible et incontournable. Bien sûr, on aura encore des conversations sur la langue. Rappelons-nous que l'argent des Québécois est mis à contribution pour financer la contestation d'une loi québécoise de promotion du français jusqu'en Cour suprême. Rappelons-nous, en termes de valeur, que l'argent des Québécois est utilisé pour aller contester jusqu'en Cour suprême une loi québécoise largement consensuelle. Ça existe encore. Le Québec est encore confronté à une volonté d'immigration réussie dont il n'a pas les moyens. Ça existe encore. La réalité politique ne se résumera pas à ce qui sera bien sûr la principale question de l'urne, mais il y aura autre chose. Au-delà aussi de la position du Québec qui fait figure, et le Bloc québécois ne changera jamais ce qu'il est. Le Québec fait figure de dernier bastion écologique de l'Amérique du Nord. Non seulement nous avons en de telles matières des responsabilités que nous partageons notamment avec nos partenaires californiens dans le marché du carbone, qui existe encore depuis 12 ans, à qui on avait fait tous les reproches imaginables lorsque j'ai complété la négociation, et qui existe encore, et qui invite les entreprises non pas à acheter des permis de polluer, propagande, mais bien à innover et à investir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Au moment où le Parti libéral essaie d'être plus conservateur que les conservateurs pour aller chercher aux conservateurs des votes de conservateurs,
au moment où les conservateurs sont conservateurs, au moment où les États-Unis sortent de l'accord de Paris et redémarrent des centrales de production d'électricité au mazout et au diesel, le Québec reste le seul responsable crédible de préserver un modèle de création de richesse qui soit compatible avec les enjeux environnementaux, avec ou sans le Canada, avec ou sans les États-Unis. Il y a quand même la nécessité que les Québécois saisiront très vite. Le Québec est obligé de négocier au sein d'une démarche canadienne. Le Québec peut collaborer. Je pense que le Québec doit vouloir d'abord collaborer à définir un corpus commun de positions. Mais personne ne préservera le bois, ou l'aluminium, ou le lait, ou l'aéronautique, ou l'énergie propre, ou les pêches, ou les minéraux rares d'ici. Personne à part, et quelle qu'en soit la forme, une voix québécoise forte. Pendant ce temps, donc, si on prépare une négociation sans nous, vous comprendrez que ça m'inquiète. La force même de cette voix devra d'abord s'exprimer au sein du Parlement. Et pour ne pas devoir changer d'équipe de négociation, de philosophie de négociation, d'idéologie de négociation, au milieu d'une négociation, il est simplement logique, cohérent et approprié que ce nouveau Parlement soit composé le plus rapidement possible. Je me contrefous des mouvements dans les sondages et les intentions de vote. Nous serons qui nous sommes et nous ferons une offre politique. Et indépendamment de ce qu'on nous aura dit, je pense que des élections doivent avoir lieu le plus tôt possible et que le prochain chef ou la prochaine chef du Parti libéral du Canada doit, dès sa nomination, déclencher des élections. Parce que c'est inévitablement au Parlement que le mandat sera donné à un gouvernement quel qu'il soit. Et tous ces brillants Nostradamus, qui nous disait jusqu'à récemment comment allait être composé le prochain Parlement fédéral, sont incapables aujourd'hui de dire si le prochain gouvernement canadien sera libéral ou conservateur ou majoritaire ou minoritaire. La partie n'est pas commencée, la rondelle n'est pas sa glace. Il y aura certainement 3 périodes, mais il y aura certainement 3 débats. C'est le moment le plus important pour que les Québécois participent à la décision. La réponse aux tarifs américains doit être immédiate, des tarifs. Face à un prédateur, la vulnérabilité ne pardonne pas. J'exclus, par contre. J'exclus les menaces de coupure d'approvisionnement qui donnent, une fois la tempête passée, un bien terrible message à nos clients aux États-Unis. Nous devons à tout prix éviter d'être un fournisseur pas fiable, qui ne respecte pas ses contrats. Par contre, rien ne nous interdit d'imposer, comme on le demande depuis des années, des contenus québécois et des contenus canadiens dans les contrats publics, comme les Américains ne se gênent pas pour le faire. Lorsqu'on voit, dans les prochaines années, des chiffres d'investissement absolument faramineux et probablement très souhaitables de la part d'Hydro-Québec, on se dit qu'il y a là un potentiel de développement économique endogène, extraordinaire, que nous pouvons bien garder pour nous. Ils devront y penser. On nous dit aussi qu'on doit sacrifier la gestion de l'offre. On ne nous dit pas en échange de quoi. Dans une négociation, quand tu sacrifies quelque chose, c'est pour aller chercher quelque chose. Qui ira-t-on chercher en échange de la gestion de l'offre? Qui en profitera? On nous dit en même temps, comme si ça avait rapport, que le temps est venu de dérouler un tuyau à travers la gorge des Québécois pour faire passer le pétrole vers l'Atlantique. Quelle est l'incidence de ça sur la préservation des intérêts du Québec dans une entente commerciale? Quel beau prétexte! La peur, l'insécurité,
pour dire aux gens, cette fois-là, vous ne pourrez pas dire non aux tuyaux. Alors que de grands projets peuvent exister au Québec pour développer le Québec sur la base de ce qui fait sa force. Le Québec a déjà dit non, et je crois que le Québec devra continuer à dire non. Et fiez-vous sur nous pour faire un plein usage des prochaines 10 à 12 semaines pour véhiculer ce message qu'on ne doit pas se laisser avoir en utilisant l'argument de la peur. Il y a l'adaptation à plus long terme. Il y a la nécessité d'une pensée à long terme pour l'agriculture, pour la forêt, pour le phosphate au Saguenay, ou l'aluminium, ou l'aéronautique, ou les pêches. On a un potentiel qui est aussi extraordinaire aujourd'hui qu'il l'était auparavant. Alors, si les Américains veulent négocier, nous devrons être fin prêts. Eux veulent parler, en effet, on l'a dit de gestion de l'eau, ils veulent parler de géants de l'Internet en ligne, comme des frères ennemis à l'inauguration de M. Trump, qui veulent éliminer la redevance de 3 % qui existe maintenant au Canada. Pas taxe, redevance. La redevance est un montant que l'on paie pour l'exploitation commerciale d'un contenu qui ne nous appartient pas. Les médias et les arts du Québec et du Canada ont droit à une redevance pour l'exploitation commerciale de ce qui est créé ici et commercialisé par les géants d'Internet partout à travers le monde. Nous devons protéger ça. Bien sûr, encore, aluminium, acier, bois et eau. Un exemple que j'ai envie de vous donner, qui devra forcer une réflexion. Est-ce que les gens, par exemple, je prends ça au hasard, là, de la Beauce, réalisent que la politique économique de Donald Trump va d'abord nuire à la Beauce par une politique de délocalisation des entreprises ou des tarifs qui vont nuire aux exportations? Est-ce que les gens de la Beauce réalisent que les politiques pétrolières de l'Ouest ou des conservateurs et maintenant des libéraux auront un effet dramatique sur l'économie du Québec et en bonne partie de l'Ontario en augmentant la valeur du dollar canadien au détriment des exportations québécoises? Alors, dans tout ça, comment transformer le problème en opportunité? Faire plus et faire mieux. Des pistes dans l'incertitude. Moins de spectacles, moins de slogans. Laisser la politique partisane derrière avec une élection rapide et avoir une réflexion documentée avec des experts. Être partie prenante aux négociations en exigeant que sur toute espèce de tribune de conversation, le Québec soit représenté à la hauteur de son poids économique au sein du Canada. Malheureusement, mettre un peu de côté l'idée qui a circulé un peu de favoriser davantage le commerce interprovincial qui est très rapidement, en 24 heures, devenu un piège. Le commerce interprovincial, c'était devenu le pétrole. La diversification de nos marchés qui ne se fera pas en quelques jours. Au cours des dernières semaines, j'ai rencontré les représentants de la France, de l'Irlande, du Royaume-Uni, d'autres s'en viennent. J'ai rencontré les gens de Corée du Sud, du Japon, de Taïwan. Nous avons une relation très soutenue au Bloc québécois avec les États-Unis et le département d'État. Quelques rencontres déjà ont été faites avec le Mexique et d'autres sont encore prévues dans les prochaines semaines. Pourquoi? Une compréhension des marchés. À qui nos gens doivent-ils parler pour pouvoir accéder à des marchés différents que ceux dans lesquels nous sommes présentement contraints? La transformation sur le territoire québécois de nos propres ressources, celles que je nomme tout le temps, avec notre réseau de centres de recherche, notre entrepreneuriat, les ressources collectives qu'on s'est données en termes économiques que je mentionnais au début, par des restrictions de l'accès aux travaux publics et par le marché domestique. Et le marché domestique a réagi d'une façon extraordinaire. Il n'y a pas un politicien qui a mis en place sa politique d'achat local depuis les menaces de M. Trump. La population, les gens, ont eux-mêmes choisi et décidé et se sont mobilisés pour dire « nous allons acheter des produits québécois et des produits canadiens sans attendre après les politiciens ou les acteurs économiques ». N'est-ce pas une preuve de maturité dont nous devons tous, surtout en politique, nous inspirer? Nous devons offrir une collaboration sincère mais conditionnelle
à condition que le Québec ne soit pas la monnaie d'échange. Pour ça, un mandat rapide et clair. On ne change pas d'avion au-dessus de l'océan. Si le nationalisme économique est bon pour le Canada, c'est un progrès. Alors le nationalisme économique est bon pour le Québec. Et ça, comme on disait dans le temps, c'est nous. Les gens comprendront, j'en suis convaincu, que sans une voix forte du Québec, les compromis et les sacrifices pourraient venir d'ici. Les gens qui ne sont pas du Bloc, les autres formations politiques, n'ont rien à craindre du Bloc québécois. Si ce qui est proposé est bon, nous le soutiendrons. Alors la seule raison pour laquelle une formation fédéraliste pourrait, dans le cadre des négociations à venir, craindre le Bloc québécois, c'est s'ils ont l'intention de poser des gestes nuisibles au Québec. Alors, je nous invite tous, j'ai envie de faire un appel qui n'était même pas dans mon discours original. Nonobstant nos convictions idéologiques propres à chacun, notre vision de l'avenir du Québec. Nonobstant 1000 différences qui alimentent et font la richesse du débat politique au Québec. Je nous invite à nous pencher ensemble sur les gestes que nous devrons poser ensemble, parce que tout le monde ici et tout le monde partout au Québec a d'abord à cœur l'intérêt économique du Québec. Poser les gestes pour nous assurer que lors de cette prochaine négociation économique, la voix du Québec sera forte, intègre, ouverte, collaboratrice, mais intransigeante, et que ce sera la voix de la raison. Merci beaucoup.